Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de mettre à jour un ancien tutoriel sur la création d'un univers de particules en 3D. Donc ce tutoriel a 9 ans maintenant et la librairie qui était utilisée à l'époque a pas mal changé. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous refaire la vidéo avec une version plus récente, mais aussi en expliquant un petit peu mieux les choses. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de créer un petit univers de particules dans un espace 3D et lorsqu'on se déplace comme ça, vous voyez que notre caméra va bouger. Donc ça peut être intéressant comme effet à utiliser en fond d'un site, dans un header par exemple, et après vous pouvez à partir de ça imaginer d'autres effets. Donc avant de commencer, il faut savoir qu'il existe une autre librairie qui permet de faire ce genre de particules. Vous avez Particle.js, mais c'est une librairie qui va plutôt être dédiée à des particules dans un espace 2D. Là vraiment ce que l'on veut avoir, c'est une impression de 3D avec une caméra qui va bouger autour de la scène. Donc pour ce genre d'effet, FreeJS est plus adapté. Donc FreeJS est une librairie 3D qui va vous permettre de travailler plus simplement avec le WebGL et de créer des animations ou des expériences interactives en 3D. Alors, ce que je vous propose, c'est de découvrir ça un petit peu ensemble et on va commencer par créer un nouveau projet. Donc aujourd'hui, avec le JS, commencer un nouveau projet, c'est un petit peu compliqué avec les bundlers et tout. Moi, je vais choisir d'utiliser Vite ici pour commencer rapidement, mais si vous utilisez Webpack, Parcel ou Snowpack ou n'importe quoi d'autre, ça importe peu. Vous pouvez utiliser la librairie qui vous intéresse, c'est pas le centre de cette vidéo-là. Donc je vais commencer par créer un nouveau projet en me basant donc sur Vite. Ce projet, je vais l'appeler Particles et je vais choisir le template Vanilla. Je me rends ensuite dans ce dossier-là et je vais lui demander d'installer les différentes dépendances. Bon, ça ne devrait pas être trop long. Et une fois que c'est fait, je vais ouvrir ça avec mon éditeur de texte. Je vais maintenant démarrer le serveur de développement. Donc je vais faire un coup de yarn run dev. Et automatiquement, il démarre ça sur le port 3000. Donc je vais mettre ça sur le bord de l'écran. Et ensuite, on va mettre sur l'autre bord notre navigateur. Donc on va aller sur localhost 2.3000 et on a ce Hello Vite. Donc à partir de là, on va pouvoir commencer. Donc la première étape, c'est d'installer la librairie. Donc on va se rendre sur notre terminal. Alors je vais peut-être agrandir parce que sinon il va vouloir aller à la ligne et ça va faire n'importe quoi. Et on va faire un yarn add free. Une fois que c'est installé, on va passer sur notre JavaScript et on va commencer à travailler. Donc je vais supprimer tout ce qui a été rajouté à ce niveau-là. Donc, lorsque l'on veut travailler avec FreeJS, on travaille comme dans un logiciel de 3D. Donc, il va d'abord falloir commencer par créer une scène. Dans cette scène, on va pouvoir y passer différents objets et on va créer une caméra qui permettra de regarder justement ces objets-là. Donc, le premier objet que l'on va utiliser, c'est l'objet scène. Donc, on fait scène égale new scene. Alors, automatiquement, vous voyez que Visual Studio Code ici me propose d'importer les choses. Donc, je vais appuyer sur Entrée et il va importer l'objet scène depuis FreeJS. Donc ça, c'est super pratique. Tout au long de cette vidéo, dès que je vais utiliser un nouvel objet, ils seront importés directement en haut. Si votre éditeur ne fait pas ça, il faudra penser à rajouter les objets au niveau de l'import. Une fois que notre scène est créée, il va falloir la rendre à l'écran. Donc dans un logiciel de 3D, on ferait un rendu. C'est la même chose ici. Donc on doit créer un nouvel objet qui est un renderer. Donc on fait renderer égale new WebGL renderer. Donc c'est celui-ci. Donc encore une fois, c'est importé tout en haut et on ne met rien au niveau de sa construction. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est définir la taille de ce rendu-là. Donc la taille de ce rendu, c'est la taille de notre navigateur. Donc ici, on va mettre renderer.setSize et on va lui dire que la largeur, ça sera window.innerWidth et la hauteur, ça sera window.innerHeight. Ensuite, on va définir le pixel ratio. Donc ça, c'est important. Si vous avez un écran de type 4K ou qui a une densité de pixels qui est supérieure à 1, il faut quand même le préciser pour que le rendu se fasse correctement. Donc ici, on fera un renderer.setPixelRatio et on va utiliser la valeur minimale entre window.devicePixelRatio et 2. Alors pourquoi je fais ça? Parce que si jamais on s'imagine qu'on a un écran 70K avec une densité de pixels de 70 000, globalement on ne veut pas faire un rendu à cette taille-là. On estime qu'un rendu avec un ratio de 2, c'est amplement suffisant. Donc ça permet d'économiser des ressources sur des écrans qui auront une densité de pixels très importante. Maintenant qu'on a ce rendu, il faut le rendre dans un élément particulier. Donc on a une propriété sur renderer qui s'appelle DOM_element qui permet de créer un élément. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un document.body.appendChild et on va rajouter renderer.DOM_element. Donc là, encore une fois, j'ai de l'autocomplétion qui est offerte par mon éditeur, c'est plutôt pratique et ça me permet de mieux comprendre les choses. Rien qu'en faisant ça maintenant, je vois que sur ma page, j'ai un petit rendu. Donc j'ai une scène qui apparaît, elle est entièrement noire parce que pour l'instant on n'a mis aucun objet à l'intérieur, mais ça apparaît bien.
Je vais juste regarder au niveau de mon HTML, hop, pour supprimer l'élément qui était là par défaut, histoire de ne pas avoir d'élément. Et je vais aussi modifier mon style.css pour lui dire qu'au niveau du body, je ne veux pas de marge. Donc on mettra margin à 0. Comme ça, notre scène prend bien l'entièreté de l'écran. Donc maintenant, on aimerait bien placer un élément à l'intérieur. Donc là, pour l'instant, c'est juste pour débugger les choses. Donc on va aller espacer un petit peu le code et on va créer notre premier élément. Donc on va créer quelque chose qui est un Axis Helper. C'est un élément qui nous permet de voir les axes visuellement au niveau de notre scène. On ne va pas forcément créer de variable pour ça, on fera directement un scene.add new axis helper. Encore une fois, je l'importe depuis free. Donc ça va permettre de créer les axes. Mais par contre, je ne vois rien à l'écran à ce niveau-là. Ce que vous pouvez faire, c'est sortir votre inspecteur pour voir au niveau de la console si vous avez des erreurs au fil du temps. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas de problème. Ce qu'il me faut maintenant, c'est une caméra qui va permettre de regarder notre scène. Donc on va créer une nouvelle caméra. Donc on fera const camera égale new camera. Alors au niveau des caméras, on en a plusieurs au niveau de Free.js, mais nous, celle qui nous intéresse, c'est la perspective caméra. Donc c'est une caméra qui fonctionne comme une caméra classique, donc qui va avoir, si on regarde au niveau de la construction, un field of view, donc ça va permettre de regarder plus ou moins large. Donc en général, on va mettre 75 degrés. Ensuite, on va avoir un aspect, donc ça c'est le ratio de l'image. Donc l'aspect ratio, il est tout simplement lié à la largeur et la hauteur de notre fenêtre. Donc là, on fera un window.innerWidth divisé par window.innerHeight. Alors ensuite, on précise le near et le far. Donc si vous voulez, ça va permettre de spécifier quels sont les éléments qui sont visibles ou invisibles. Donc quelque chose qui n'est pas entre le near et le far ne va pas être affiché à l'écran. Donc nous, par défaut, on va mettre une valeur qui va être assez petite. On va mettre 0,01. Et pour le far, on va mettre quelque chose à 1000. Mais on affinera un petit peu plus tard. Une fois que cette caméra est créée, on va l'ajouter à notre scène en faisant scène.add camera. Donc je sauvegarde. Donc je vois que ça réactualise, mais je n'ai toujours rien. Le problème, c'est que notre caméra se situe actuellement au centre de notre scène. Donc nous, on aimerait bien la pousser un petit peu en dehors et lui dire de regarder le centre. Donc pour pousser notre caméra, on va devoir bouger sa position. Donc là, on fera caméra.position.z. Vous pouvez changer la position en X ou en Y aussi, mais nous, c'est en Z. On a X qui va vers la droite, Y qui va vers le haut et Z qui va vers nous. Donc en mettant une position à Z, par exemple, de 2, on recule la caméra vers nous. Donc là, ça devrait fonctionner. Il nous reste juste une dernière petite chose à faire, c'est qu'on va demander maintenant à notre rendu de faire le rendu par rapport à la vue de cette caméra. Donc au niveau de notre renderer ici, on fera renderer.render et on va utiliser la méthode render en lui passant la scène et la caméra que l'on souhaite utiliser. Dès que je vais sauvegarder, on voit maintenant qu'on voit l'axe Y qui est en vert et l'axe X qui est en rouge. L'axe Z est en bleu, mais vu qu'il pointe directement vers la caméra, on ne le voit pas. Alors si on veut essayer de créer un objet un petit peu plus intéressant, on va créer une sphère que l'on va placer au centre de l'écran. Au passage, l'axe ici a une valeur de 1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'unité en pixels dans le cadre de Free.js, mais la valeur 1 correspondra à la taille de cet axe-là. Vous pouvez changer la taille de l'helper en mettant ici par exemple 10. Et dans ce cas-là, on va avoir des traits qui vont être beaucoup plus importants. Mais le Axis Helper nous permet d'avoir un repère visuel un petit peu au niveau de notre scène 3D. C'est pour ça qu'il est super intéressant. Alors avant de créer ma sphère, je vais peut-être bouger aussi ma caméra pour qu'elle pointe un petit peu vers le haut. Donc on fera un position.y et on lui dira de monter un petit peu en faisant 0,5. Donc là on voit que notre caméra est un petit peu montée et on peut aussi la bouger en X, donc en faisant un caméra.position.x et on mettra 0,5 aussi. Et là vous voyez que votre axe apparaît un petit peu plus en 3D. Maintenant nous ce qu'on aimerait bien faire c'est peut-être essayer de bouger un petit peu la caméra pour pouvoir la faire s'animer et voir cette animation. Alors le problème que l'on a à l'heure actuelle, c'est qu'on fait un rendu une fois et après il n'y a plus de rendu. Donc même si on change des valeurs, on ne va pas voir cette scène se mettre à jour. Donc pour cela, on va utiliser le Request Animation Frame qui permet de lancer une fonction lors d'un nouveau rendu. Donc on va créer une fonction que l'on va appeler tick qui va permettre de faire un rendu. Cette fonction, elle va tout simplement appeler renderer.render et va rendre la scène.
Cette fonction, je l'appelle initialement, au moment du premier rendu. Mais ce que je vais faire aussi, c'est que je vais lui demander, à la fin de cette fonction, de faire un request animation frame et de lui demander de réappeler la fonction. Comme ça, on va avoir des rendus en permanence. Ce que l'on peut faire, c'est par exemple faire évoluer la position de la caméra. Donc on fera caméra.position.x par exemple, et on lui demandera de faire un plus égal 0,01. Si je sauvegarde, je vois que ma caméra bouge en X. J'aimerais peut-être que ma caméra cible toujours le centre de mon écran, donc je pourrais lui dire de faire un caméra.lookAt et je vais lui demander de regarder le centre de ma scène. Donc je précise une valeur en X, Y et Z et je lui indique de regarder le centre. Donc on voit que ma caméra s'éloigne sur la droite et que du coup, vu qu'elle doit toujours centrer, elle s'oriente et elle se tourne un petit peu. Voilà. Donc ça va être important par la suite, mais pour l'instant, on se contente de lui demander de faire un rendu et on s'arrête là. Alors comme je vous l'ai dit, on va créer un petit objet qui nous permettra de débugger d'autres petites particularités. Donc après avoir ajouté ma caméra, je vais ajouter un cube. Donc je vais faire const cube égale new mesh. Donc mesh, c'est un objet qui va être composé de deux choses, une géométrie, qui est un ensemble de points qui permet de faire une forme, si vous voulez, et un matériel qui va permettre de spécifier la texture de cette forme. Je simplifie un petit peu, mais c'est l'idée. Donc nous, ici, on va créer un new box buffer géométrie. Donc là, pareil, vous l'importez tout en haut, donc ça se fait automatiquement, c'est plutôt cool. Et on va lui préciser la largeur, donc on va mettre une largeur de 1, une hauteur de 1, et la profondeur 1. Donc là, on va avoir un cube qui fait la taille de notre axis helper. Après, on peut préciser d'autres informations, mais on se contente ici de celles-ci, ce sont les seules qui sont nécessaires. Ensuite, ce que je vais faire, c'est rajouter donc un matériel. Alors là, on a différents matériels que l'on peut utiliser, mais nous, on va utiliser un new mesh normal matériel. Donc ça, c'est un matériel qui est utilisé pour le debug et qui permet de coloriser les faces en fonction de leur position par rapport à la caméra. Donc, une fois que ce cube est créé, il me suffit de l'ajouter à la scène en faisant scène.add_cube. Sachant que par défaut, il va apparaître au centre de la scène, donc à la position 0, 0, 0. Et là, je vois bien mon cube. Alors pour l'instant, le cube est complètement plat parce que on fait face vraiment à ce cube-là, et du coup, on ne le voit pas forcément dans l'espace 3D. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais bouger ma scène. Et je vois que quand je bouge ma scène, il n'y a pas forcément de changement. J'aimerais bien que la fenêtre se redimensionne et que le canevas prenne automatiquement la bonne taille. Donc il va falloir regarder quand est-ce que l'utilisateur redimensionne son écran et adapter les informations de la scène en fonction. Donc je vais, juste après la fonction tick, faire un window.add_event_listener. On va écouter l'événement resize et on va lancer une fonction. Donc la première chose que l'on va faire, c'est changer l'aspect de la caméra. Donc on fera un caméra.aspect et on lui demandera de faire un window.innerWidth divisé par window.innerHeight. Donc c'est exactement ce qu'on avait fait au-dessus, mais il va falloir le recalculer vu que la largeur et la hauteur a changé. Et ensuite, on fera un caméra.updateProjectionMatrix, histoire de lui dire de mettre à jour cette caméra. L'autre point, c'est qu'il faut changer la taille du renderer. Donc on fera un renderer.setSize et on fera un window.innerWidth et un window.innerHeight. Donc là, bon, c'est relativement simple à comprendre. Et ce qu'il faudra aussi changer, c'est le pixel ratio. Parce que si jamais on bouge notre fenêtre d'un écran vers un autre qui a une densité différente, ça peut poser problème. Donc maintenant, si je redimensionne, on voit que notre canevas est changé et qu'automatiquement, ça s'adapte convenablement. Donc maintenant, on aimerait bien pouvoir orbiter et regarder un petit peu notre cube sous différents axes, parce que là, c'est pas très pratique. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser le Orbit Controls. Donc ça, c'est quelque chose qui est offert directement par FreeJS et qui permet, via la souris, de bouger dans notre scène. Donc c'est quelque chose que l'on va essentiellement utiliser pendant le debug. Donc, malheureusement, le Orbit Controls n'est pas directement disponible dans FreeJS, il est disponible dans les exemples. Donc il faudra importer depuis free/examples/jsm/controls/orbit-controls. Et on va importer l'objet qui s'appelle Orbit Controls. Une fois qu'il est importé, on va l'utiliser après avoir fait notre renderer ici, et on va lui dire de faire un const controls égale new orbit controls.
En premier paramètre, il attend un objet qui est la caméra, donc nous on va lui passer la caméra. Et en second paramètre, il attend un élément, donc c'est l'élément sur lequel on va pouvoir faire les actions. Donc nous, c'est sur notre renderer, et on va prendre le DOM element. Ce contrôle, il va falloir le mettre à jour à chaque fois qu'il y a un tick. Donc au niveau de notre tick, on va lui dire de faire un controls.update. Et c'est tout ce que l'on a à faire. Si vous réactualisez, vous voyez que maintenant, vous pouvez, avec ce système-là, mettre à jour votre scène et pouvoir bouger à l'intérieur. Donc ça va vous permettre de tester les choses. Donc on voit bien au passage que notre cube a une taille de 1 par 1 et que le Axis Helper nous permet de mieux les repérer. Et le Mesh Normal Material, voilà, fait en sorte que dès que quelque chose fait face à la caméra, il a cette couleur-là, mais dès qu'on le bouge, il change de couleur. Donc ça permet de voir les volumes et de tester ça un petit peu simplement. On voit un petit détail, c'est qu'il y a beaucoup de pixelisation sur les bords. On a un effet d'aliasing. Donc pour défaire cet effet-là, vous pouvez lui demander au niveau du rendu, alors c'est un petit coup quand même en termes de performance, mais vous pouvez lui demander d'activer l'anti-alias. Donc dans la partie renderer, on peut lui passer un objet qui va contenir différentes clés, et on a une clé anti-alias, et vous pouvez mettre ça à true. Si je sauvegarde et que je rebouge, on voit qu'on a un effet on n'a plus cet effet d'escalier, et c'est beaucoup plus propre. Voilà. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore à notre effet de particules. Et justement, on va pouvoir maintenant attaquer les choses. Alors, pour créer notre effet de particules, il va falloir créer tout un tas d'éléments que l'on va placer aléatoirement dans un espace donné. Alors, ces éléments-là, on peut les créer de différentes manières. On pourrait se dire, je vais créer des sphères. Le problème, c'est que les sphères, c'est finalement une géométrie qui est assez complexe. Une autre solution, c'est de créer des sprites. Donc l'idée, c'est de créer un plan, et ce plan va toujours faire face à la caméra. Et dans ce plan, on va créer en fait un PNG, et du coup, ça va donner des particules. Si vous voulez quelques petits exemples, vous pouvez aller sur la documentation de Free.js. Vous allez toujours dans la partie Examples, et vous cherchez Particles. Et vous allez avoir cet exemple-là. Donc c'est exactement le même principe que celui que l'on veut faire. Donc en fait, si on s'approche vraiment beaucoup de l'écran, on voit que ce sont simplement des PNG, qui font toujours face à la caméra. Et on peut donner un effet de profondeur ou pas. Donc c'est cet effet-là que l'on cherche à reproduire. Si maintenant on va plutôt dans la documentation, parce que ce qui nous intéresse c'est de savoir comment on peut faire, vous pouvez quand même regarder pour chaque exemple. J'aurais pas dû quitter. Voilà. Vous avez ce petit bouton-là qui vous permet de regarder le code source. Alors des fois le code est un petit peu compliqué, là ça peut aller, mais ce qui vous intéresse c'est de regarder surtout les objets qui sont utilisés. Et l'objet qu'il utilise en particulier ici, c'est le points. Donc si vous cherchez dans la documentation points, vous allez avoir cet objet-là. Et vous pouvez regarder un petit peu comment elle fonctionne. Donc pour construire un point, il nous faut une géométrie et ensuite un matériel. Et le matériel, ça sera quelque chose de type points material. Alors pour l'instant, on va se contenter de faire quelque chose de plutôt simple. On ne va pas créer une géométrie nous-mêmes, mais on va s'imaginer créer des points sur notre cube. Donc le cube, lorsqu'on l'avait créé, on avait créé un box buffer géométrie. Donc ça, c'est une géométrie qui est composée de 4 points qui sont situés automatiquement par rapport à ce que l'on veut faire. Donc on pourra créer une géométrie nous-mêmes, mais Free.js nous permet de créer ce genre de géométrie. Donc là, je vais créer une nouvelle constante qu'on va appeler cube géométrie. Et je vais lui passer ce new box buffer géométrie. Ensuite, donc je vais supprimer le reste, je vais lui demander de créer des points. Donc je vais faire const points égale new points. En premier paramètre, je vais lui passer ma géométrie, cube géométrie, et ensuite le second paramètre a l'air optionnel, donc je ne le mets pas. Et ensuite, je fais scene.add points. Donc je vais sauvegarder et je vais revenir sur ma scène, et on voit qu'on a comme ça nos différents points qui sont situés sur notre cube. Par contre, la taille, on le voit, est un petit peu trop grande. Donc là, on va pouvoir utiliser le matériel et on regarde un petit peu comment construire un point matériel. Donc un point matériel fonctionne avec une couleur, mais si je regarde dans les propriétés, les paramètres, on va avoir un paramètre size qui va permettre de nous donner une taille. Donc je vais revenir au niveau de mon éditeur et on va justement utiliser ce matériel. Donc, je vais créer une nouvelle constante, on va l'appeler point material, new points material. Alors, je ne sais plus s'il y avait un S ou pas. Oui, il y avait un S. Points material. On va lui donner une couleur. Donc, nous, on mettra du 0 FF 0000. Donc, ça permettra de faire du rouge. Et on lui donnera surtout une size. Et on lui donnera une taille qui sera assez petite.
Donc 0,1 par exemple. Je sauvegarde. Ça ne change rien parce que je n'ai pas ajouté le matériel au niveau de mes points. Donc je vais lui dire ici de rajouter le point matériel. Et maintenant, je vois que j'ai mes 4 tout petits points. Alors par défaut, ils ont activé ce qu'on appelle le Size Attenuation. Si je vous mets un point qui est un petit peu plus grand, c'est quelque chose qui permet de faire en sorte que la taille varie en fonction de la profondeur. Et on voit que quelque chose qui est éloigné par rapport à la caméra sera plus petit, ce qui est assez logique physiquement. Mais si vous mettez ça à false, ça peut être intéressant pour certains effets. Dans ce cas-là, peu importe la position des points, ils auront toujours la même taille. Alors je ne sais pas pourquoi ils ne me les montrent pas, peut-être à cause de la taille. C'est bizarre, mais si vous regardez l'exemple que l'on avait tout à l'heure, donc si je reviens sur la partie Examples et qu'on reprend nos particules, eux ils avaient créé un petit système qui permet de contrôler ça, mais si on décoche, on voit que tous nos points ont toujours la même taille, peu importe leur position par rapport à la caméra. Voilà. Donc nous dans tous les cas, le comportement par défaut est bien celui que l'on veut, donc on ne va rien changer à ce niveau-là. Donc le problème, c'est qu'on aimerait bien créer des points qui vont s'éclater un petit peu partout dans l'espace. Et on ne veut pas spécifiquement les faire juste autour d'un cube. Donc ce que l'on va devoir faire, c'est automatiquement générer des points aléatoirement. Donc plutôt que de créer une box buffer géométrie, on va pouvoir simplement utiliser une buffer géométrie. Donc je remplace ça par un simple buffer géométrie. Le problème, c'est que par défaut, ça ne va plus rien afficher parce qu'on ne va plus avoir de points. Donc il va falloir à l'intérieur de cette buffer géométrie lui préciser l'ensemble des positions de nos éléments. Donc on va devoir créer un tableau qui va contenir des positions. Donc on va faire une petite boucle pour ça. Donc on va créer une constante peut-être en début de script qui nous permettra de connaître le nombre de points que l'on veut. Donc on fera un const count égale 100. Ensuite, on va aller créer une petite boucle. On va lui dire for let i égale 0, i strictement inférieur à count, i++. Alors pour créer ce tableau-là, on pourrait créer simplement un tableau qu'on appellerait points, par exemple, et l'écrire comme ça. Ou ce que l'on peut faire, c'est utiliser un float 32 array. Ça permet d'avoir un objet qui est plus adapté. Ce float 32 array, il est construit avec le nombre d'éléments que l'on va avoir. Donc on va avoir count multiplié par 3. Pourquoi? Parce que chaque point a des coordonnées en x, y et z. Maintenant que l'on a ça, on va pouvoir rajouter les éléments au niveau de notre tableau. Donc on fera un points, on récupérera l'élément à l'index i, et on lui demandera de mettre la valeur 1. Alors pour l'instant, on va mettre 1, 1, 1 partout. Ensuite, on lui demandera à i+1 de mettre 1 aussi, et à i+2, donc de mettre 1. Donc ça permettra de créer ici 100 points qui vont être la position 1, 1, 1. Une fois qu'on a ces points, on peut utiliser au niveau de la buffer géométrie des attributs et lui préciser l'ensemble des positions. Donc pour cela, on ne va plus l'appeler cube géométrie parce que ça n'a plus de sens, on va l'appeler géométrie. Et on fera géométrie.set attribute. L'attribut s'appellera position, donc ça c'est très important, et va devoir contenir des triplets d'éléments. Donc pour ce paramètre, vous voyez qu'il vous dit j'attends un buffer attribute, et on va utiliser justement un new float32 buffer attribute. Il prend en premier paramètre donc un tableau de nombres, donc nous c'est ce tableau-là, qui contient, donc si on a un compteur à 100, 300 éléments, et on va lui demander de prendre les éléments 3 par 3. Comme ça, il va prendre à chaque fois 3 éléments qui correspondent à une coordonnée. Et c'est tout ce que l'on a à faire. Enfin, c'est tout, ça fait déjà pas mal. Je sauvegarde. On voit qu'il y a une petite erreur. On me dit que points a déjà été déclaré. Alors, il me semble que ce n'est pas le cas. Oui, alors là, je l'ai créé à ce niveau-là, effectivement. Donc ça, on va plutôt l'appeler new points object. Voilà. De toute façon, on n'aura pas à le toucher plus tard, mais au moins on évite ce conflit-là. Donc maintenant, on me dit que cube géométrie n'existe pas. Effectivement, je l'ai renommé en géométrie. Je re-sauvegarde et j'ai maintenant mon point qui est à la position 1, 1. Alors après, c'est pas super évident à cause de la perspective de la caméra, mais croyez-moi, c'est au bon endroit. Alors nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est maintenant placer des points complètement aléatoirement. Donc on va remonter tout en haut et on va créer une constante qui va être la distance, qui va permettre de spécifier en fait la distance qu'il peut y avoir entre le point le plus éloigné et le point le plus proche. Nous, on va s'imaginer que si ça c'est notre axe, on va mettre une distance de 2 par exemple. Donc ça veut dire que les éléments peuvent osciller entre -2 et 2.
Donc je vais revenir au moment où je génère les points, et là il faut que je génère des choses aléatoirement. Donc heureusement, on a un objet qui s'appelle mathutils, que l'on va importer encore une fois depuis Free, ça fait pas mal d'imports, qui contient une fonction super pratique qui est rand_float_spread. Ça permet de générer un entier, si on met par exemple distance, qui va être compris entre -1 et 1, parce que c'est la distance divisée par 2. Donc nous ici, il faut remultiplier par 2 pour ne pas avoir de problème. Et on voit que nos points sont maintenant au niveau de l'axe Z, propagés de manière complètement aléatoire. Et on va faire du coup la même chose pour les autres coordonnées, comme ceci. Et là, on va avoir vraiment des points qui vont être placés complètement aléatoirement dans l'espace. Alors là, il y a deux petits problèmes. Premier, c'est que ça, c'est pas très joli. Et ensuite, on a toujours un point au centre. En fait, maintenant qu'on a créé notre float 32 degrés, ce qu'on peut faire, c'est lui dire pour i allant de 0 à la taille de notre tableau, je veux que tu remplisses un point aléatoire. Vu qu'on n'a pas de notion de différence, voilà, ça fait la même chose, et là, on obtient bien notre résultat. Alors le problème, c'est qu'on aimerait bien, nous, avoir des cercles plutôt que de simplement avoir des petits carrés comme ça. Donc on va utiliser pour cela une texture. Donc pour la texture, rien de bien compliqué. J'ai pris un éditeur visuel, donc vous pouvez utiliser Figma, n'importe quoi, et j'ai créé un simple cercle qui est comme ceci, un cercle blanc transparent. Donc j'aimerais bien utiliser ce cercle comme texture au niveau de notre matériel. Donc pour cela, il va falloir charger notre texture. Et on va avoir besoin d'un objet qui est le texture loader. Donc je vais créer une nouvelle constante qui va s'appeler texture loader. Et on va créer un new texture loader. Alors ce truc-là, je ne vais pas le mettre à la racine peut-être de mon dossier. Je vais aller créer un nouveau dossier que je vais appeler public. Donc ça c'est par rapport à vite et on va le mettre à l'intérieur. Si maintenant je charge localhost 2.3000 / circle.png, j'obtiens bien mon cercle. Donc au niveau de ce texture loader, on va lui dire il faut que tu charges circle texture égale texture loader et on lui demande de charger, donc on met l'URL absolue / circle.png. Donc notre texture est bien ajoutée et il va falloir l'appliquer à notre élément. Donc au niveau de notre points matériel que l'on avait utilisé ici, on peut lui donner une map. Donc map, ça va être la texture à utiliser. Donc moi je vais utiliser ici la circle texture. Je sauvegarde, et maintenant je vois que plutôt que d'avoir des carrés, j'ai bien mes différents cercles. Donc si vous faites des petites rotations et que vous bougez un petit peu, vous allez voir peut-être quelque chose d'un petit peu dérangeant, c'est qu'on voit que les textures passent pas bien l'une sur l'autre. Donc là, il va falloir lui dire que ce point matériel peut être transparent. Donc on va rajouter transparente true. Je sauvegarde, j'essaie de refaire passer une texture sur une autre, et c'est toujours pas transparent. Parce qu'il va falloir lui dire, il faut que tu utilises la valeur de l'alpha pour pouvoir dire si un élément est transparent. Donc on va mettre alpha test et vous allez mettre la valeur à partir de laquelle c'est transparent. Donc si par exemple le pixel a une opacité de 0,01, je considère que c'est transparent. Si je repasse maintenant un élément par-dessus un autre, vous voyez qu'on a bien cet effet de transparence. Voilà, donc là on a réglé ce problème-là. D'ailleurs, tant qu'on est en train de parler de transparence, j'aimerais bien que mon élément, mon fond ne soit pas noir mais soit transparent pour laisser par exemple derrière le CSS apparaître. Donc moi dans mon CSS, je vais lui dire qu'au niveau du body, je veux un dégradé linéaire. Donc au niveau du background, je vais mettre un linear gradient, on lui dira d'aller vers le haut et je vais mettre de CCC vers FFF. Mais je ne vais pas voir ce dégradé. Si je supprime ce canevas-là, hop, supprimer, on a bien ce dégradé-là. Alors si on le met de manière beaucoup plus brutale, histoire de bien le voir, je ne sais pas pourquoi il ne le montre pas correctement. J'ai l'impression que le truc n'a pas la bonne hauteur, donc on va lui donner une min 8 de 100 VH. Voilà, et là on a bien notre dégradé, et si on revient avec notre CCC, on a bien notre dégradé comme ça. Donc lorsqu'on fait le rendu, on peut préciser la couleur de fond. Donc on va revenir au niveau de notre renderer, et ici on va lui dire au niveau du renderer, hop, je veux que tu définisses la clear color, et je veux que ça soit donc du noir, mais peu importe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et surtout je veux un alpha à 0. Ça ne semble pas fonctionner,
parce qu'il faut aussi préciser ici que je vais avoir un alpha à true. Et là, maintenant, on a bien nos points qui laissent passer derrière le fond. Maintenant, on aimerait bien que la couleur de ces particules soit choisie un petit peu aléatoirement. Donc pour le coup, ça va être le même principe que pour les positions. On va créer un tableau qui va contenir l'ensemble des couleurs. Donc ça sera un tableau pareil de float32 array. Et on va le remplir de valeurs aléatoires, mais qui sont comprises entre 0 et 1. Donc là, pas besoin d'utiliser le mathutils, on peut faire un math.random. Pourquoi? Parce que les couleurs vont être exprimées en RGB. Et on précise ici que c'est pour les couleurs. Une fois que l'on a ces valeurs-là, il nous suffit dans le parti setAttribute de changer un attribut qui s'appelle color, et on lui passera toujours un float32 buffer attribute, et on lui passera les couleurs. Et je n'ai plus besoin de préciser la couleur sur le matériel, on utilisera automatiquement la couleur qui est précisée au niveau de l'attribut. Je retire ça, je sauvegarde, et je vois que mes points sont blancs. Alors là, c'est une petite subtilité. Il va falloir préciser au niveau de notre matériel qu'on veut que la vertex color, c'est-à-dire que la couleur de chaque vertex, de chaque point qui vont constituer notre géométrie, on veut que ça soit vertex colors. Mais il n'a pas l'air de vouloir l'importer, c'est un petit peu dommage. Donc on va aller tout en haut et on va l'importer vertex colors. Donc je sauvegarde. Il me dit unexpected identifier. Ouais, parce que j'ai oublié la virgule à ce niveau-là. Et maintenant, on voit que nos différents points ont tous une couleur différente. Donc vous pouvez changer la manière de générer la couleur aléatoirement. Si par exemple vous voulez que des couleurs qui soient un petit peu plus claires, éviter toutes les couleurs foncées, il vous suffit de changer ça. Donc par exemple, on peut multiplier par 0,5 et rajouter 0,5. Comme ça au moins, hop, on a des couleurs qui sont un petit peu plus pastel. Et vous pouvez changer comme ça les couleurs comme bon vous semble. Bon, par contre, ça met en évidence un problème, c'est que les textures là sont pas très jolies. Alors ce que l'on peut utiliser, c'est une alpha map. Alpha map permet de préciser quels sont les pixels qui vont être transparents et ceux qui ne le seront pas. Et ça permet d'avoir une valeur qui va être un petit peu plus correcte que l'alpha test. L'avantage, c'est que vous pouvez avoir des choses qui sont plutôt semi-transparentes, alors que là, il ne le fait pas correctement. Donc dans la partie publique, je vais aller déplacer mon alpha map. Alors c'est simplement un rond blanc sur un fond noir. Tout ce qui est noir va être invisible, tout ce qui est blanc va être visible. Cette alpha map, je vais aller la charger à ce niveau-là. Donc je vais rajouter au niveau de mon texture loader alpha map. Donc je m'assure que ça fonctionne bien. Voilà, au niveau de la partie réseau, je vois bien que mon image passe et j'ai bien mon alpha map qui ressemble à ça. Maintenant, cette alpha map, on va aller la placer sur notre matériel qui est utilisé pour les points. Donc tout en bas, ici, je vais rajouter un alpha map. Et je vais mettre comme valeur alpha map. J'enlève mon alpha test qui ne sert du coup plus à rien. Je sauvegarde. Donc ça ne corrige pas totalement le problème, mais vu que j'ai cette map, je n'ai plus besoin de la texture de base. Donc ça, je peux le retirer. Et je vais retirer maintenant les deux. Et l'alpha map permet d'avoir correctement la transparence. Et on obtient un univers de particules qui est beaucoup plus propre et beaucoup plus joli. Par contre, on peut voir dans certaines situations, alors j'ai du mal à identifier exactement ce qui fait que ça fait ça, mais on voit qu'on a toujours ce problème-là. Donc là, il faudra remettre l'alpha test. Et là, si je tourne vraiment un peu partout, j'essaie de trouver des points qui sont les uns sur les autres. Bon, on a quelques petits soucis à ce niveau-là, mais c'est déjà beaucoup plus propre que le reste. Alors pour régler peut-être nos soucis, il suffit juste de modifier un petit peu l'alpha test pour pouvoir arriver à obtenir un bon résultat. Mais là, on a un univers de particules qui fonctionne plutôt bien. Voilà, donc il y a pas mal de choses à tester jusqu'à trouver les bons réglages. En fait, le problème, c'est que lorsqu'il y a des sprites, lui, il a du mal à faire le calcul des positions. C'est-à-dire que par défaut, il va se dire les sprites, je les dessine dans l'ordre où elles apparaissent. Donc avec l'alpha test, vous pouvez tester qu'un élément apparaît au-dessus d'un autre et qu'il n'y a pas de problème. Donc faites des tests un petit peu en regardant vos particules, essayez de bouger pour détecter des choses, mais c'est pas mal d'essais jusqu'à trouver un résultat qui est satisfaisant. Mais là, personnellement, je trouve que c'est plutôt sympa. Alors ce qu'on aimerait bien faire, c'est faire en sorte que la caméra, comme ça, tourne autour de ces particules. Alors bouger la caméra, c'est un petit peu pénible, surtout de la bouger de manière circulaire. Donc une autre solution, c'est de se dire, on va plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va faire bouger nos particules. Alors pour cela, on va créer un groupe, parce qu'on mettra plus tard des lignes. Donc on va créer une constante qu'on va appeler groupe.
et on va faire un new group. À l'intérieur de ce groupe, on ajoute nos points object et on le retire de la scène. Et c'est enfin le groupe qu'on va rajouter à notre scène. Une fois que ce groupe est ajouté, on va pouvoir l'animer. Donc dans cette partie-là, j'ai besoin d'animer les choses. Alors on pourrait se dire, je vais faire un groupe .rotate x et j'incrémente la rotation. Alors ça ne va pas être en x, ça va être plutôt en y et je l'incrémente de 0,1. Et je ne mets pas ça dans la partie resize, je mets ça plutôt dans la partie tick. Sinon on ne va pas y arriver. Voilà, donc je fais ça. Bon, ça tourne super vite parce que lorsqu'on fait une rotation, c'est par rapport à pi. Donc on va multiplier par mat.pi. Et si on veut que ça soit beaucoup moins rapide, on mettra 0,01. Ouais, on pourrait encore aller moins vite. Alors le souci, c'est qu'on n'a aucune garantie sur la fréquence à laquelle est appelée cette tick. Si on a un truc à 120 Hz, ça ira 2 fois plus vite. Et vous savez, il y a des jeux vidéo qui sont comme ça, bloqués par rapport au nombre de FPS, et si les FPS augmentent, les animations augmentent. Donc c'est pas quelque chose de terrible. Donc nous, ce qu'on a besoin de faire, c'est de calculer le temps qui s'est écoulé depuis le début de l'animation, et on veut vraiment se baser sur ce temps-là. Donc heureusement, on a quelque chose dans FreeJS qui permet de faire ça. C'est une clock. Donc on va faire un const clock égale new clock. Donc on importe ça depuis FreeJS. Et une fois qu'on est dans notre tick, on peut compter le temps qui s'est écoulé. Donc on va faire const time égale clock.get elapsed time. Une fois qu'on a cette valeur-là, il suffit de lui dire, plutôt que de faire une incrémentation de la rotation, on va lui dire que la rotation de l'objet, c'est égal à le temps directement. Alors si on fait ça, ça va aller super méga vite. Donc nous, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc on va multiplier ça par 0,01 par exemple. Voilà, c'est peut-être un petit peu trop lent, et c'est en Y plutôt. Voilà, et on mettra 0,1. Donc là, il suffit de bouger jusqu'à tomber sur des valeurs qui sont correctes. Et là, on a un univers de particules qui bouge en permanence. Si on veut le faire en fonction de notre souris, mais il suffit de calculer la position de la souris. Donc on va faire un mouse x égale 0 par défaut. Et on fera un window.add_event_listener. On écoutera l'événement moveMove. Et on va lancer une fonction qui prend en paramètre l'événement. Cette fonction, ce qu'elle fera, c'est qu'elle récupérera la position de la souris. Donc on est obligé de le faire en séparé, parce qu'on ne peut pas écouter la position dans cette partie tick. Maintenant, hop, je commente cette rotation qui se fait en permanence. Hop, comme ça. Je calcule le ratio. Alors moi, idéalement, j'aime bien travailler avec une valeur qui va être comprise entre 0 et 1, c'est beaucoup plus simple. Donc je vais lui dire, je prends la position de la souris, je la divise par window.innerWidth, ce qui me donne une valeur entre 0 et 1. Moi, ça ne me plaît pas trop, donc je vais retrancher 0,5 à cette valeur-là. Donc ça me donne une valeur entre moins 0,5 et 0,5. Et je vais multiplier par 2 pour avoir une valeur entre 1 et moins 1. Maintenant, il me suffit simplement au niveau de la rotation de mon groupe de lui dire, prends le ratio, tu multiplies par mat.pi et ça permet d'avoir cette rotation-là. Bon, elle est trop rapide initialement, donc on fait un fois 0,1 et comme ça, en fonction de la position du curseur, notre univers bouge. Ce que l'on peut aussi faire, c'est bouger d'autres valeurs. Par exemple, on pourrait s'imaginer bouger la position de la caméra pour avoir d'autres effets. Mais là, ça donne un effet qui est déjà plutôt sympa. Ce que j'avais fait dans la partie originale, c'est que j'avais bougé la caméra avec le look at en bougeant aussi la position en X. Donc il suffit de tester un petit peu pour donner des effets plus ou moins intéressants. Voilà. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc nous, on va pour l'instant tout commenter et on va laisser le contrôle pour pouvoir tester un petit peu les choses. Donc la dernière chose qui nous reste à faire, c'est les lignes entre les points. Donc si on revient sur la documentation de FreeJS, dans la partie doc, on cherche line et on voit qu'on a dans la partie getting started une manière de dessiner des lignes. On voit ici qu'il utilise une buffer géométrie. Alors il crée une buffer géométrie à partir de points. Donc nous on sait créer une buffer géométrie à partir de points d'une autre manière avec le buffer attribute. Donc on va continuer à utiliser ce système de buffer attribute plutôt que ça. Et ensuite il utilise un line material. Donc l'avantage, c'est que la géométrie, on l'avait déjà. On n'est pas obligé d'en recréer une nouvelle. On va pouvoir réutiliser ce que l'on avait déjà fait pour la partie point. Mais il va falloir créer un nouvel objet qui va utiliser la même géométrie, mais un matériel différent.
Donc à ce niveau-là, juste après avoir créé nos points, on va créer un line material et on va lui dire de faire un new line basic material. Au niveau de ce matériel, on va préciser la couleur à utiliser. Donc nous, on va mettre du noir. 1, 2, 3. On veut que ça soit avec une opacité un petit peu faible, donc on va mettre 0,5, enfin 0,05 plutôt. Ensuite, on va pouvoir créer nos lignes, donc on va faire un const line object égale new line. Ça prend en premier paramètre une géométrie, donc on réutilise la géométrie des points, et ça prend en second paramètre notre matériel. Donc nous, on va utiliser le line matériel que l'on a créé juste au-dessus. On ajoute à notre groupe maintenant cet objet-là. Donc c'est le line object, ou le mesh, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Je regarde maintenant ma scène. Alors il y a beaucoup de lignes, parce que finalement il y a quand même pas mal de points. Ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est éclater les choses, mais on a ce rendu-là. Chaque point est relié à un autre point via ce système de lignes. Alors on a peut-être un petit truc qui n'est pas forcément fou, c'est qu'on voit les lignes ici qui apparaissent. Donc techniquement c'est normal parce que cette ligne, elle est dirigée vers un point qui est plus proche de mon écran. Donc elle est forcément au-dessus du cercle. Donc dans notre situation ici, ce n'est pas un comportement que l'on souhaite, on aimerait bien que les particules soient systématiquement au-dessus de tout le reste. Alors là, il y a plusieurs solutions pour remédier au problème, mais la solution la plus efficace, c'est de jouer sur le système de profondeur. Donc quand vous créez un matériel ici, vous pouvez avoir un def test et vous pouvez mettre true ou false si vous voulez qu'il teste la profondeur. Et si je mets ça à false, on voit qu'il ne teste plus la profondeur et du coup que nos lignes apparaissent au-dessus. Alors si on rajoute un dernier objet, je vais rajouter au niveau de mon groupe une sphère, donc on va faire un new mesh, on va faire un new sphere buffer géométrie, on va lui demander de rajouter une sphère de 1 avec 32 segments, et on va faire un new mesh normal matériel. C'est juste pour débugger les choses et vous montrer une petite particularité à ce niveau-là. Donc je réactualise et on a notre sphère. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que nos cercles apparaissent bien au-dessus de notre sphère. Par contre, les petits traits, eux, sont toujours derrière. Donc ça, c'est l'effet du def test. Vous avez une autre solution qui est le def right, et vous pouvez mettre ça à false aussi. Si vous faites ça, ça va donner le même résultat ici. En fait, ça veut dire que le système de traits n'est plus utilisé dans les calculs de profondeur. Et du coup, les éléments seront toujours sous les autres éléments. Voilà. Donc, dans notre cas, ça donne quelque chose de plutôt intéressant. Et en testant ça, d'ailleurs, je me dis que ça pourrait être un effet intéressant de mettre une sphère avec un globe peut-être qui représenterait la Terre au centre d'une séquence avec tout le reste qui bouge. Peut-être la distance entre nos particules est pas assez grande, donc on va mettre 4. Voilà, et ça espace beaucoup mieux les choses. Et on va peut-être aussi créer une constante pour gérer la taille. Et on va mettre, c'était 0,1 il me semble par défaut. Voilà, et ici on va plutôt utiliser la size directement. Voilà, ça on peut le changer, voilà, ça permet de gagner un peu de temps. Et on va imaginer que nos particules sont du coup un petit peu plus grosses, donc on mettrait 0,3. Ouais, c'est peut-être un peu gros, 0,2. Mais vous pouvez jouer comme ça avec les valeurs jusqu'à avoir votre rendu, enfin le rendu qui vous intéresse. Et on a du coup maintenant terminé avec cette vidéo-là. Alors je vais juste retirer ma sphère, parce qu'elle était juste là pour tester les choses, mais ça vous donne déjà peut-être des idées sur des effets que vous pourriez rajouter. Voilà. Et on va remettre notre effet de rotation en permanence. Alors le problème de la rotation, c'est que du coup, le navigateur va être obligé de rendre ça systématiquement. Dès que la page se charge, si vous avez ça en fond, en permanence, il doit faire le rendu. Alors que l'approche qui consiste à utiliser la position de la souris est plus intéressante parce que si on a le tab, il n'y a pas de nouveau recalcul vu que la caméra n'a pas bougé. C'est peut-être moins compliqué parce qu'il n'y a pas des mouvements en permanence. Mais voilà comment vous pourriez créer cet effet d'univers de particules en JavaScript en utilisant la librairie FreeJS. Alors si on fait un petit récapitulatif de ce que l'on a vu, donc pour fonctionner avec FreeJS, il faut avoir une scène, une caméra et un rendu. Ça, ce sont les 3 éléments nécessaires. On utilise le système de tick pour automatiquement re-rendre la scène à chaque fois qu'il y a un request animation frame.
On pourrait ici optimiser encore les choses, par exemple dans le cas du mouvement de la souris, pour détecter que s'il n'y a pas eu de changement de mouvement, on ne fait pas peut-être de re-rendu, ce qui permet d'économiser des frames et du coup d'économiser en performance. Il faudra faire bien attention à gérer le resize pour que lorsque l'utilisateur redimensionne sa fenêtre, on ait bien la vue qui change convenablement. Ensuite, pour l'effet en question, on a utilisé un système de tableau qui permet de contenir l'ensemble des positions des points. On a créé ce tableau pour la position, mais aussi pour la couleur des différents points. On utilise ensuite une buffer géométrie qui permet de créer une géométrie et basée sur l'ensemble de ces points. On fera très attention à cet objet-là, qui est vraiment la clé à ce niveau-là, qui permet de prendre les points 3 par 3 et de les envoyer au reste du système. On a ensuite utilisé des matériels particuliers qui sont spécifiques justement aux points et aux lignes. Donc le points matériel permet de créer une sprite qui va toujours faire face à la caméra. Là où c'est un petit peu subtil, c'est que pour obtenir un rendu qui n'est pas trop pixelisé, on utilisera une alpha map, qui est beaucoup plus efficace, on l'a vu, que simplement une map avec un alpha test. L'alpha test permet au système de savoir si les éléments derrière doivent être affichés ou non. Donc ça, c'est une valeur qu'il va falloir pas mal gérer, toucher, jusqu'à trouver quelque chose qui soit convenable. Et enfin, on utilise la partie transparente dès qu'un élément doit être transparent. Pour les lignes, c'est plutôt simple, si ce n'est cette petite subtilité où on met un def-test ou un def-right à false, pour que nos lignes passent systématiquement derrière. Alors c'est pas forcément quelque chose que l'on va souhaiter très souvent, mais dans notre cas ici, c'est idéal parce qu'on veut effectivement que nos points soient toujours devant nos lignes. Et ce, même si en 3D, ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, pour l'effet d'animation, on a utilisé la position de la souris, où on peut utiliser l'orbit control si on veut permettre à l'utilisateur de changer les choses. Et on a vu ce système de clock qui permet d'assurer qu'on a une durée qui est toujours fixe et une animation qui a la même vitesse, quelle que soit la fréquence d'image de l'utilisateur. Donc pour finir, ce que vous devez faire, si vous voulez mettre ça en ligne, c'est que vous retirez le control, ce qui permettait de du coup contrôler la caméra, parce que maintenant on ne veut plus ce contrôle-là. Vous retirez aussi le Axis Helper qui nous a été utile, mais seulement pendant la partie debug. Et la partie controls, elle est où? Hop, elle est ici, on la retire. Et on a maintenant notre effet final à ce niveau-là. On a notre univers de particules qui bouge en fonction de la position de la souris. Et si on veut une animation permanente, on l'a vu, il suffit simplement de bouger la rotation en fonction du temps qui s'est écoulé depuis le rendu initial. Et là, on obtient bien cet effet-là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si jamais vous avez d'autres idées ou des effets que vous aimeriez bien voir explicités sur FreeJS, n'hésitez pas à poster un commentaire et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!